Salut, je suis Paul Larsenac, auteur et comédien, et chaque semaine, je vais mettre en scène une nouvelle. Que ce soit mes propres récits, ou bien ceux d'un auteur déjà renommé ou en devenir, je vais te faire découvrir une courte histoire intrigante, passionnante, amusante ou déroutante. Alors, écoute bien, car aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Une ville coriace de William Sambro. Ed Dillon hésita devant la grille de fer forgé barrant l'allée conduisant à une maison cossue. Faisant passer d'un bras à l'autre sa valise cabossée, il s'avança sans tenir compte de la pancarte « Interdit aux représentants » accrochée bien en vue près de la sonnette. Il se sentait fatigué, épuisé comme seul peut l'être un VRP après s'être fait claquer la porte au nez toute une journée. C'était une ville difficile, une ville coriace. Quelques minutes plus tôt, remarquant le regard insistant que lui avait lancé un agent de police, il avait continué son chemin du pas alerte du touriste bien nourri qui visite un peu la ville en attendant le prochain autocar. Mais le policier n'avait pas été dupe. Il avait l'œil pour repérer les chaussures éculées, les vestes au tissu lustré et les valises d'échantillons bosselés. Une ville coriace, se répéta Dillon, en songeant aux 2 minables ventes qu'il avait réalisées depuis son arrivée. Consultant sa montre, il constata qu'il avait juste le temps de tenter une dernière fois sa chance, de redescendre en se pressant à la gare routière et d'y avaler un morceau avant de prendre le car de 17h15 pour la prochaine ville. Il avait à peine poussé la grille et fait 2 pas que le chien était sur lui. Gueule ouverte, écumante, gros, menaçant. Une bête étrange, effrayante, rôdant silencieusement derrière un taillis et qui avait bondi sauvagement sur lui avec un grognement. Un réflexe dû à une longue expérience lui fit soulever sa valise et par bonheur, les dents de l'animal écorchèrent seulement ses jointures. Le chien qui se trouvait maintenant derrière lui s'éloigna avec un hurlement sinistre. Le cœur cognant dans sa poitrine, Ed lécha ses phalanges meurtries et regarda la bête battre en retraite. Du coin de l'œil, il vit un rideau retomber derrière une fenêtre, puis la porte de la maison s'ouvrit et un homme de haute taille aux cheveux blancs s'avança sur le perron. Observant les traits énergiques, les yeux perçants qui le détaillaient de la tête aux pieds, le représentant se dit qu'il ne vendrait rien dans cette maison. Il empoigna de nouveau sa valise, ouvrit la grille et se hâta de déguerpir. « Attendez !» cria l'homme aux cheveux blancs. « Hé, vous ! Revenez ! Arrêtez !» Ed continua de filer sans se retourner. Il les connaissait, ces villes, ces types aigris, méchants, toujours à l'affût d'une occasion d'envoyer un pauvre représentant en prison, de lui faire payer une amende pour vendre sans licence, de lui arracher son dernier cent et de le chasser à coups de pied au derrière comme un vulgaire clochard. Il les connaissait, ces misérables bourgs couverts de suie, ces ménagères mal peignées qui l'écoutaient avec des yeux mornes et un sourire hautain. Qu'avaient donc les gens contre lui? Pourquoi le haïssaient-ils, le méprisaient-ils, lançaient-ils leurs chiens à ses trousses? Il ne leur faisait pourtant aucun mal en leur proposant ses brosses, ses gadgets ménagers, ses plaisanteries innocentes. Pourquoi lui répondait-on par des insultes et des menaces?
Sur le seuil de la maison, l'homme continuait à s'égosiller tandis que Ed tournait le coin de la rue et pressait le pas vers la gare routière. Il avait encore 20 minutes à attendre en sirotant son café lorsqu'il entendit des voix excitées à l'extérieur de la cafétéria. Avec une prudence née d'une longue expérience, il s'empara d'un journal, l'ouvrit devant son visage puis jeta autour de lui des regards furtifs. L'homme aux cheveux blancs et l'agent de police remontaient la longue plateforme abritée de l'arrêt d'autocar en dévisageant les quelques voyageurs qui attendaient de pouvoir monter dans le véhicule argenté. Dillon se leva. La valise et le journal à la main, il traversa la salle d'un pas nonchalant et sortit par la porte de derrière. Le représentant ne doutait pas que l'homme aux cheveux blancs voulut le faire arrêter pour crime de lèse-pancarte. Encore un commerçant local, indigné par la concurrence déloyale des colporteurs sans licence, se dit-il. Le dos voûté, les épaules affaissées, Ed se sentait las et vide. Risquant un œil au coin du bâtiment de la gare, il vit les deux hommes entrer dans la cafétéria et conclut qu'ils allaient mener grand tapage autour de leur chasse à l'intrus. Un coup d'œil circulaire lui révéla un petit parc triste, planté d'arbres éparses, au centre duquel se dressait une minuscule cabane, apparemment vide, qui disparaissait presque sous le feuillage. Ed se remit en route d'un pas vif. Il avait une faible chance de rejoindre la route et d'y arrêter l'autocar s'il parvenait à quitter la ville sans se faire repérer par le policier. Il ne pouvait se permettre de payer une amende ou de passer 30 jours en prison. Et les deux encore moins. Il n'avait en poche que le prix de son ticket et de quoi régler la chambre d'hôtel pour cette nuit. Demain, si la ville suivante se montrait aussi hostile... Le représentant s'engouffra dans le jardin public, descendit une allée mal entretenue menant à la maisonnette. Derrière lui, l'autocar émit une pétarade retentissante en staccato. Trop tard maintenant, se dit Dillon. Un coup d'œil à l'intérieur de la cabane lui fit découvrir un plancher sale, des bancs couverts de poussière. Il résolut d'y attendre la tombée de la nuit et de prendre le quart de 22 heures. Cette perspective n'avait rien de réjouissant, mais elle valait mieux qu'une rencontre inopinée avec le policier plein de zèle. Au-delà du parc, il vit des villas douillettes, des rues paisibles bordées d'arbres et une vague tristesse l'envahit. Il était l'éternel vagabond, le colporteur dont le métier existait depuis longtemps, déjà à l'époque où l'on construisait les pyramides. Dillon s'assit sur un banc en soupirant. Une ville cruelle, se dit-il, peuplée d'hommes au cœur dur. Même les chiens y mordent sans prévenir, lui rappela la brûlure de ses jointures écorchées. Il ouvrit le journal, parcourut rapidement les gros titres. Une jeune fille de notre ville disparaît. On craint que Judy Howell n'ait été victime d'un détraqué. Ed poussa un grognement, les yeux écarquillés dans la pénombre. Puis renonça à lire, glissa le journal sous sa tête et s'endormit presque aussitôt. Lorsqu'il se réveilla, il faisait nuit. Il avait la bouche sèche, le sang lui battait aux tempes et la blessure de sa main lui cuisait. Sa montre lui apprit que, en se hâtant, il aurait juste le temps de se faufiler hors de la ville et de faire signe au quart de 22 heures. Mais quand il se leva, la cabane se mit à tourner, ses oreilles à bourdonner. Effrayé, le représentant attendit que le vertige se dissipât. Il avait souvent connu la faim et la fatigue, mais jamais il n'avait éprouvé un tel malaise. La douleur de ses jointures écorchées le fit grimacer lorsqu'il souleva sa valise.
maudissant une nouvelle fois la ville, le chien, l'homme aux cheveux blancs qui le pourchassait. Il sortit de la maisonnette en titubant. À moins de couper à travers champs, de passer par-dessus ou sous les clôtures des barbelés, Dillon devait traverser un carrefour brillamment éclairé pour rejoindre la route. Il hésita, bien que sa blessure ne lui laissât guère le choix, car il ne se sentait pas d'attaque pour un parcours du combattant. Le journal sous le bras, il releva la tête et se mit en route d'une démarche assurée en espérant donner l'impression d'un respectable voyageur se dégourdissant les jambes entre deux autocars. Pourtant, ses pieds le faisaient atrocement souffrir et des lueurs étranges passaient devant ses yeux. Certes, de nombreuses heures s'étaient écoulées depuis qu'il avait déjeuné, mais quand même. Le représentant se raidit en voyant s'avancer vers lui un homme qui le fixait avec curiosité, comme le font la plupart des habitants des petites villes en croisant un inconnu. L'homme ralentit l'allure à l'approche d'Ed, puis s'arrêta carrément, attendant sans se cacher que l'étranger parvint à sa hauteur. La longue expérience du colporteur lui disait qu'il ne s'agissait pas d'un policier, ni même d'un adjoint bénévole, mais d'un simple promeneur. Pourtant, l'homme l'avait regardé de façon bizarre, en haussant les sourcils comme s'il le reconnaissait. Dillon rabattit son chapeau sur ses yeux et passa devant le badaud immobile, en forçant ses jambes douloureuses à accélérer leur mouvement. Dans sa main, la poignée de la valise se couvrait de transpiration. Il traversa rapidement la rue, lança un coup d'œil derrière lui. L'homme parut hésiter un instant, puis se précipita vers une maison dont il se mit à marteler la porte du poing. Ed se sentit soudain inondé de sueur. Le promeneur avait réagi comme s'il l'avait reconnu, comme si sa photo avait été publiée dans tous les journaux. Des pensées cauchemardesques envahirent son esprit. L'homme aux cheveux blancs avait ameuté toute la ville contre lui. Non, c'est ridicule. Même dans une ville aussi dure, les gens se moquaient bien d'un colporteur vendant sa pacotille sans licence. Dillon détourna la tête à l'approche d'un joyeux groupe de filles sortant d'un café violemment éclairé. En les croisant, il entendit l'une d'elles fredonner d'une voix claire un air populaire. « Vous avez vu ce type ?» demanda une autre. La main du représentant serra convulsivement la poignée de la valise. « C'est lui !» Ed chancela. C'était insensé. Même les gosses. Costume gris, chapeau marron, porteur d'une valise. « C'est lui ! C'est lui !» Les cris d'excitation des gamines le poursuivirent tandis qu'il traversait de nouveau la rue, tournait le coin et se dissimulait sous un porche obscur. À travers les vitrines de la boutique faisant angle, il vit les filles s'agglutiner devant la porte du café en pointant le doigt dans sa direction. Un jeune homme vêtu d'un uniforme blanc de serveur les rejoignit. Un adolescent bondit sur son vélo, pédala furieusement jusqu'au carrefour et passa devant Dillon sans le voir. Le lumignon de la bicyclette s'éloigna, puis disparut au bout de la rue. Ed sentit son cou s'agiter d'un tremblement violent, incontrôlable. Quand le spasme cessa, il s'appuya contre le mur, les jambes molles, et regarda de nouveau à travers la vitrine de l'autre côté de la rue. L'homme qui avait tambouriné à une porte revenait accompagné de plusieurs autres habitants. Des voitures convergeaient vers le café, devant lequel le groupe de curieux grossissait et devenait plus bruyant. Les voix montant de la foule s'enflaient, lui parvenaient en un brouhaha menaçant. Lorsque le groupe se mit en branle pour traverser la rue, Ed reprit la fuite en baissant la tête. Ses oreilles bourdonnaient de nouveau. Devant lui, le trottoir s'étirait interminablement, se perdait au loin dans le noir. Le colporteur entendit des pas précipités derrière lui, des explications criées aux nouveaux venus. Il est arrivé une chose horrible à cette ville, à ses habitants, se dit Ed. La nouvelle de sa présence s'était répandue comme une traînée de poudre et tous s'étaient lancés à ses trousses. Mais pourquoi ? Il n'avait commis aucun crime. Qu'avait-il fait pour provoquer une telle fureur ? Ed réfléchit et se souvint soudain du titre du journal. La jeune fille disparue. Le détraqué. Mon Dieu ! Se peut-il que ces gens s'imaginent ? La conscience du danger qu'il courait lui fit redoubler l'allure. Il était l'étranger, l'inconnu,
n'appartenant pas à la sacro-sainte communauté. Dylan se lança dans une course titubante, traversa la rue, puis un terrain vague, escalada un talus, le redescendit. Il n'avait plus le choix à présent. Il fallait couper à travers champs en fuyant d'une foulée lourde, la valise lui battant les jambes tandis que montaient derrière lui les clameurs de ses poursuivants. Il s'arrêta, se cacha derrière un gros chêne, et déjà la meute l'avait repéré et relançait sa chasse démente. Ed courait. Il était devenu tous les fugitifs du monde, qui tremblent de peur, encerclé par une nuit hideuse d'où montent des cris perçants. Il agitait les jambes spasmodiquement comme dans un cauchemar. La ville le poursuivait en hurlant, gueule ouverte, écumante, croc menaçant. Le colporteur n'aurait jamais dû ignorer la gigantesque enseigne au néon, interdit aux représentants, qui flamboyait devant ses yeux. De tous côtés, les chasseurs se ruaient vers lui. La démarche alerte ne les avait pas abusés. Ils avaient remarqué les talons usés, la veste élimée, la valise mal en point. Ils savaient. Représentants, colporteurs, passez votre chemin. Ici, c'est une ville coriace. Soudain, ils furent sur lui et le jetèrent à terre en criant. « C'est lui! Le type dont la radio a diffusé le signalement! L'homme que le shérif recherche! Tueur! Violeur !» Les mots pleuvaient sur lui de toutes parts, frappant douloureusement son corps comme des coups de talon. Ed entendit une sirène mugir au loin puis se rapprocher stridente par-dessus le bruit de houle de la meute. Des freins gémirent. Il y eut une bousculade confuse tandis que la foule continuait à le malmener. « N'est pas recherché pour la fille !» rugit une voix. « Laissez-le en arrêt !» Le brouhaha couvrit le reste de l'injonction. « Il a été mordu par un chien enragé, reculez! Au nom de la loi, reculez ou je tire !» Un chien enragé! Les mots parcoururent la meute comme une lame de fond, s'élevant, puis retombant pour surgir de nouveau. « C'est un chien enragé !» Une voix haineuse, horrible, hurla au-dessus des autres. « Vous avez entendu le shérif! C'est un tueur! Un chien enragé! Vous savez ce qu'il a fait à Julie Howell? Qu'est-ce que nous attendons ?» Une autre voix s'éleva, perdue, lointaine. « Arrêtez! Au nom de la... » Il y eut des coups de feu, et la meute poussa un grand cri d'animal rendu fou par le sang. Ed sentit des mains l'empoigner, le relever, le pousser et le tirer. Des visages rouges, en sueur, aux yeux brillants, surgissaient devant lui et disparaissaient. Le grondement de la foule ne cessait de gonfler. Ça n'était pas possible. Il devait divaguer, en proie au délire causé par le virus que le chien malade avait inoculé à son sang. Dylan avait entendu le shérif, il comprenait tout à présent. Plus besoin de fuir. Tout allait bien. Il avait de la fièvre, mais bientôt on l'allongerait entre des draps frais et des gentilles infirmières poseraient des compresses sur son front brûlant. Le représentant essaya de parler, mais sa mâchoire brisée refusa de lui obéir. Il aurait pourtant voulu leur dire qu'il s'était trompé, qu'il avait mal jugé la ville et ses habitants. Il n'avait pas le cœur dur. Pas vraiment, puisqu'il l'avait cherché pour le prévenir qu'il avait été mordu par un chien enragé. Il ne lui voulait aucun mal. Les cris, les coups, la meute, rien de tout cela n'était vrai. Il délirait, des lumières brillèrent devant son visage. Ed ouvrit ses yeux aux paupières gonflées, découvrit au-dessus de lui la silhouette massive du chêne. Quelque chose bougea dans les hautes branches, puis tomba vers lui, en ondulant comme un serpent brun et velu. Le serpent dansa devant ses yeux et lui sourit tandis que les lumières s'éloignaient. On eût dit un collier de chanvre, et le représentant sentit son contact rêche contre son cou, mais il ne pouvait s'agir d'une corde. Non, pas vraiment. La foule hurlait, poussait des cris étrangement féminins qui soulevaient Ed, le hissaient au sommet d'une crête sonore incroyablement aiguë. Soudain, il se sentit tomber. Cela aussi faisait partie du cauchemar. En réalité, les habitants de la ville ne lui voulaient aucun mal. Bientôt, ils l'allongeraient entre des draps frais et de gentils
C'était Une ville coriace de William Sambro. Si tu écoutes ce message, c'est que tu es resté jusqu'au bout. Alors merci, merci, merci. Si tu veux, tu peux laisser un avis sur Apple Podcast et désormais sur Spotify. Et tu peux aussi partager cet épisode autour de toi. Et si tu as envie d'écouter une mise en scène d'une nouvelle que tu aimes, ou peut-être que tu as écrite, alors dis-le moi et je me ferai un plaisir de la mettre en ondes pour toi. Quoi qu'il en soit, reste à l'écoute car la semaine prochaine, j'ai une bonne nouvelle pour toi.